Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Christopher Gégès, porte-parole du gouvernement et membre en charge notamment de l'économie. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors le nickel n'est pas directement dans vos attributions, mais quand on est en charge de l'économie, on s'y intéresse forcément. Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle ? Est-ce que c'est inquiétant tout ce tapage autour de la reprise de l'usine du Sud ? Oui, c'est très inquiétant car on voit qu'on a 3000 salariés qui sont inquiets depuis beaucoup de temps sur la survie de leur emploi, sur la survie de leur outil de travail. Et je crois qu'il faut que ça s'arrête et qu'on puisse leur donner de la visibilité. Alors vous étiez ce matin à la réunion organisée à l'hippodrome par le comité d'entreprise de Valais en présence des salariés, du PDG de l'entreprise également. Qu'est-ce que vous en retenez ? Quelle est l'ambiance ? Quels sont les messages essentiels ? J'en retiens une phrase qui a été dite par le comité d'entreprise justement, « Laissez-nous travailler ». Laissez-nous travailler, c'est ce qui est ressorti plusieurs fois. Ils ont une usine qui marche, une usine qui tourne, ils ont des contrats avec des clients prestigieux dans le domaine des batteries pour les voitures électriques. Aujourd'hui, il y a une volonté politique de bloquer cette usine, de bloquer leur outil de travail. Et je crois que cette phrase « laissez-nous travailler » symbolise beaucoup de choses et symbolise beaucoup de choses aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie puisqu'on a un peu une prise d'otage de la Nouvelle-Calédonie par quelques-uns. Alors justement, il y a quelques blocages de l'ICANN qui ont repris ce matin. Ils avaient bloqué la semaine dernière largement. Depuis hier, ils bloquent cette fois-ci les grandes surfaces. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous pensez indispensable une intervention des forces de l'ordre pour libérer là aussi l'outil de travail ? Oui, tout à fait. J'avais eu l'occasion de m'exprimer déjà une première fois sur ce sujet sur votre antenne. C'est-à-dire que quand il y a blocage, il doit y avoir des blocages rapidement. C'est ce qu'on a pu faire, c'est ce qui a été fait quand l'ICANN a bloqué le réseau routier il y a quelque temps. Quand l'ICANN a bloqué le port, on a envoyé les forces de l'ordre, enfin l'État a envoyé les forces de l'ordre après un référé du gouvernement. Hier, Carrefour a été débloqué par les forces de l'ordre. Aujourd'hui, c'est Géant qui est bloqué. Les forces de l'ordre doivent intervenir s'il y a référé de la part de l'établissement pour débloquer cette situation. Mais la situation de blocage n'est pas acceptable. Alors d'autant plus que l'une des revendications, c'est la table ronde autour de ce dossier de l'usine du Sud. Une table ronde qui semble être acquise aujourd'hui. Mais lors de la rencontre du groupe Le Prédour, comme on l'appelle, qui se tenait hier au commissariat, le ministre a notamment fait état du silence de Coréa Zinc. C'est l'offre concurrente à celle du consortium international et calédonien. L'offre de Coréa Zinc et de la Sofinor. Le gouvernement national dit qu'il n'arrive pas à entrer en contact avec cette entreprise. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'a pas de contact non plus avec Coréa Zinc. Non, et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est surtout pas acteur dans la reprise de l'activité, c'est-à-dire que chacun ses responsabilités. Il y a une entreprise privée qui est rachetée par des entreprises privées avec une participation du public. Je crois que chacun doit rester à sa place. Le gouvernement reste à sa place en tant que facilitateur quand il le peut, mais c'est quand même très très étonnant de voir que Coréa Zinc ne répond pas aux sollicitations de la part de l'État français après avoir eu un courrier de la part de Valais Monde pour leur demander de se positionner également et de dire la vérité. Quand on voit que l'État français sollicite Coréa Zinc pour voir leurs intentions et que ça reste lettre morte, c'est que finalement peut-être ils ont rien à dire. Cette table ronde, vous pensez que ça pourrait permettre de débloquer effectivement la situation C'est toujours utile de se parler. On l'a dit au niveau du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, on a fait un communiqué en ce sens. La province Sud également a sollicité plusieurs fois des rencontres. La présidente de la province Sud a été dans le dialogue en permanence sur cette question. J'espère que ça permettra de régler la situation. Parce que je voyais ce matin des salariés extrêmement inquiets de la survie de leur usine. C'est-à-dire que si cette offre de Trafigura et le montage qui est proposé aujourd'hui par la société fermera. Et c'est 3000 personnes qui perdront leur emploi. C'est encore moins de recettes dans les comptes sociaux de la Nouvelle-Calédonie qui sont déjà en difficulté, une économie qui est déjà en difficulté. Si aujourd'hui l'usine du Sud ferme, c'est la Nouvelle-Calédonie qui sera en faillite demain. D'autant plus que le nickel ne va pas bien depuis un certain temps déjà. Alors toujours dans ce communiqué consécutif à la rencontre de Le Prédour, le ministre fait part de sa volonté de réaliser un état des lieux précis sur la situation des 3 usines calédoniennes et sur les conditions de leur rétablissement à court, moyen et long terme.
c'est important, c'est indispensable de savoir un peu où tout le monde en est. Oui, je pense que le terme précis est important. C'est-à-dire que je pense que le ministre a pesé ses mots quand il a fait ce communiqué, puisque on a peut-être des situations de société du nickel en Nouvelle-Calédonie qui ne sont pas connues de tous. Et donc, je crois qu'il y a une exigence de transparence, surtout quand on souhaite se positionner pour des rachats. Alors, dans ce contexte, vous préparez un plan de relance de l'économie. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que les conditions sont vraiment réunies aujourd'hui pour parler d'une relance? C'est sûr que les conditions sont réunies pour qu'on mette en place un plan de relance. C'est-à-dire qu'on met en place un plan de relance quand l'économie ne va pas bien. Est-ce que c'est facile? Non. C'est-à-dire qu'on a pris une situation quand on est arrivé aux responsabilités en mai 2019 qui était compliquée, avec une situation budgétaire qui était extrêmement compliquée, avec une économie qui était au ralenti. Nous avions déjà pris différentes mesures qui avaient permis justement de relancer un petit peu l'économie. On a eu le Covid, on a eu la crise du nickel, on a eu le référendum. Je peux vous assurer qu'on s'ennuie pas en ce moment sur ça, mais on y croit vraiment parce qu'on a un véritable potentiel en Nouvelle-Calédonie pour s'en sortir, et on s'en sort difficilement, mais on s'en sort plutôt bien par rapport à d'autres pays, à la fois de la zone, mais également d'Europe, puisqu'on voit que notre économie a tenu le coup malgré quelques secteurs. Donc les effets du plan de sauvegarde que nous avions mis en place a apporté ses effets. On parle d'une perte de 5 à 6% du PIB. C'est relativement raisonnable par rapport effectivement à d'autres économies. C'est le plan de sauvegarde vraiment, selon vous, qui a permis de limiter les dégâts, ou c'est la situation particulière de la Nouvelle-Calédonie? C'est la situation particulière de la Nouvelle-Calédonie qui fait que la période de confinement a été plutôt courte par rapport à d'autres pays. Enfin, quand on voit qu'en Australie, qui viennent de réouvrir sur la ville de Melbourne, ou en métropole où ils sont restés plus de 2 mois, presque 2 mois en confinement, et ils reconfinent encore aujourd'hui. Je crois que cette période justement de préservation de la situation sanitaire a eu des effets bénéfiques sur notre économie. Le plan de sauvegarde a eu véritablement ses effets, notamment sur la question du chômage partiel, qui a permis justement de maintenir des emplois et des savoir-faire au sein des sociétés. Si on n'avait pas pu mettre en place ce dispositif de chômage partiel, qui a été reconduit une nouvelle fois par le gouvernement pour préserver les secteurs qui sont durablement touchés, je pense que l'économie calédonienne se serait écroulée, et je pense qu'on n'aurait pas le même discours aujourd'hui. Dans quel état est l'économie calédonienne? C'est difficile comme ça à appréhender, mais il y a des secteurs très impactés, il y en a en revanche qui s'en sortent plutôt bien, qui tirent leur épingle du jeu. Quel tableau général on peut dresser? Oui, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'on a des secteurs d'activité qui fonctionnent encore mieux qu'avant le Covid. C'est-à-dire que le fait que les Calédoniens restent en Nouvelle-Calédonie et qu'ils consomment, ça fait que, notamment les commerces, on a activité, on peut le voir aujourd'hui, pour venir à votre station, que le Black Friday marche très bien, et j'invite tous les Calédoniens à pouvoir consommer, à faire tourner l'économie, parce que c'est aussi par la consommation que ça reprend. Mais par contre, on a des secteurs d'activité, notamment sur le tourisme, sur Nouméa, sur les hôtels de Nouméa, qui est extrêmement complexe, sur la question des compagnies aériennes également, et de toutes les activités qui étaient liées notamment aux croisiéristes. Le fait de plus avoir de bateaux de croisiéristes, où il y avait beaucoup de patentés qui travaillaient justement sur ces activités-là, ça pèse sur ces sociétés. Et c'est vraiment dans ce sens que nous mettons aujourd'hui en place ce plan de relance, avec des mesures d'abandon de charges sociales pour les secteurs durables et fiscales, pour les secteurs durablement impactés que sont le tourisme, le transport, une partie de la restauration, mais aussi un soutien par de la consommation, de l'investissement pour ces secteurs. Oui, voilà, donc ce plan de relance, il contient 23 mesures d'urgence. Le premier, votre priorité, c'est bien sûr les secteurs les plus impactés par la crise sanitaire et donc par la crise économique. Vous avez prévu des mesures qui doivent leur permettre de garder la tête hors de l'eau, ou de sauvegarder en tout cas les emplois? Oui, exactement. De permettre de prolonger de 3 mois encore le dispositif de chômage partiel va permettre justement de maintenir les emplois. Il y a des secteurs d'activité où on sait que ça ne reprendra pas à court terme. Donc il faut envisager des reconversions, et c'est le sens d'une des mesures d'inciter à la reconversion quand les secteurs ne pourront pas reprendre. L'abandon de charges sociales et fiscales, ça leur permet d'avoir de nouveau de la trésorerie et de pas payer ces nouvelles charges. On essaye de mettre tout en place justement pour que ces entreprises tiennent bon et passent le cap, pour qu'on puisse avoir davantage de visibilité. Mais tout ça, ça coûte cher à la collectivité, ça coûte cher à la Calédonie, qui déjà, vous le disiez, n'a pas des finances en état extraordinaire. Vous allez arriver à financer toutes ces mesures?
Ces mesures, elles sont financées notamment dans le cadre du prêt AFD qui a été garanti par l'État. Le dispositif de chômage partiel, on avait prévu une enveloppe de 5 milliards. Elle sera au bout du compte totalement utilisé après la prolongation de 3 mois supplémentaires. L'abandon de charges sociales et fiscales, ça coûte à peu près 1,5 milliard à 2 milliards. C'était prévu également dans ce prêt-là. Ce qui nous coûte excessivement cher aujourd'hui, et l'État, par la voix du ministre de l'Outre-mer, nous a dit qu'il était prêt à nous accompagner pour maintenir justement la situation sanitaire de la Nouvelle-Calédonie, avec des quatorzaines qui restent encore relativement chères, avec une compagnie aérienne qui a des pertes importantes. Donc oui, ça coûte cher. Pour l'instant, on peut continuer à payer, mais très clairement, et c'est pas encore une position du gouvernement, et encore moins encore une position du Congrès, mais à mon sens, on ne pourra pas faire sans une nouvelle aide de l'État pour boucler les budgets de la Nouvelle-Calédonie lors de la prochaine année. Selon vous, il va falloir faire la demande, elle n'est pas encore faite, hein. C'est envisagé pour l'instant. Oui, on l'évoquera cet après-midi en séminaire du gouvernement, et on l'évoquera également devant le Congrès, puisque c'est le Congrès qui habilitera ou non le président du gouvernement de demander un soutien supplémentaire à l'État. Soutien qui peut se faire sous forme de subvention, sous forme de prêt, on verra. Mais le monde entier s'est endetté aujourd'hui pour boucler ses budgets. C'est-à-dire que c'est pas que la Nouvelle-Calédonie. Il faut être pragmatique. C'est-à-dire que la France est allée devant l'Europe pour avoir des liquidités pour boucler ses budgets. Les États-Unis ont fait tourner la planche à billets pour boucler leur budget. La Nouvelle-Calédonie aujourd'hui ne peut pas faire sans un nouveau soutien de l'État pour boucler les budgets de toutes les collectivités, pas que du gouvernement. Le remboursement du prêt est toujours d'actualité. Il y avait eu des interventions auprès du ministre, là aussi, pour voir s'il pouvait être transformé en subvention. C'est un dossier qui n'a pas encore avancé. Ça avance un petit peu, c'est-à-dire que lors de la venue du ministre, sur la question sanitaire, on avait des quasi-accords pour une transformation en subvention. Les discussions continuent, mais j'ai bon espoir que l'État considère favorablement cette demande. Alors parmi les relances, vous le dites, hein, la prolongation de 3 mois du chômage partiel, on a envie de vous demander, et après 3 mois c'est relativement court, tous ces gens-là, il y a des formations qui sont prévues, il y a des moyens de les réinsérer, ou est-ce qu'il faut s'attendre vraiment à une augmentation du chômage dans les mois qui viennent en Calédonie ? Vous savez, enfin, sur la question du fond des propositions qu'on a pu faire, il y avait la question de la forme également. C'est-à-dire que on a communiqué avec l'ensemble des organisations patronales, chambres consulaires, syndicats professionnels, justement pour montrer cette unité face à cette crise, et de montrer notre priorité sur la question de l'emploi. Et c'est vrai que 3 mois c'est court, mais quand on avait lancé ce dispositif de chômage partiel, il devait durer 1 mois. Aujourd'hui, ce dispositif, il va quasiment durer 1 an, avec une prise en charge à 84% du dernier salaire. Je crois qu'on a été très très loin, et donc aujourd'hui, il est indispensable, et c'est ce qu'on fait avec les différents partenaires sociaux, et c'est aussi leur rôle de mettre en place ces formations pour inciter à la reconversion, et c'est une des mesures du plan de relance. Alors un volet également, c'est le soutien au pouvoir d'achat et à la consommation intérieure. Alors on le disait, vous êtes aidé par le fait que les Calédoniens peuvent pas voyager, et que donc ils consomment naturellement en Nouvelle-Calédonie. Quelles sont les mesures pour orienter justement leur consommation, ou pour la favoriser, pour l'inciter ? On va mettre en place différents dispositifs. Déjà, on va reconduire la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qui avait été mise en place dans le premier plan de relance qu'on avait proposé lors de nos premiers mois à la tête du gouvernement, qui est une prime de 100 000 francs allant jusqu'à 100 000 francs, totalement exonérée à la fois de charges sociales, mais également d'impôt sur le revenu. Donc c'est 100 000 francs nets qui tombent dans la poche des Calédoniens, et qui avait plutôt bien marché dans sa précédente version. On travaille également sur la question des prix, c'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord sur le fait d'établir une liste de produits venant d'Australie, de Nouvelle-Zélande et de Fidji qui seraient exonérés totalement de droits de douane, justement pour baisser ces prix. Cette liste, elle est en cours de finalisation, et j'espère qu'elle sera applicable dès le 1er janvier. Ça montre aussi notre volonté de travailler avec les pays de la zone. C'est quelque chose sur lequel on travaillait avant le Covid, mais maintenir le pouvoir d'achat, c'est surtout maintenir les emplois, et c'est ce qu'on essaye de faire le plus possible. Voilà, il y a un autre chapitre qui s'appelle soutenir le tissu économique et l'emploi. Donc
c'est évidemment ce vers quoi tout tourne. Il y a des mesures spécifiques pour maintenir justement le tissu économique, empêcher que les entreprises ne fassent faillite, maintenir les emplois. Oui, c'est pas que au niveau du gouvernement. C'est-à-dire que le plan de sauvegarde, il avait marché parce qu'on a travaillé de manière intercollectivité, État, province, gouvernement. Aujourd'hui, les provinces jouent un rôle très important dans notamment les aides aux trésoreries des entreprises, avec des subventions directes, parce que le gouvernement n'a pas la capacité de donner des subventions directement aux entreprises, mais on travaille en lien avec les provinces pour venir combler finalement les trous où il y a un manque, et cet accompagnement à la fois en subvention de trésorerie et en subvention d'emploi est extrêmement important. Avec des dispositifs différents en fonction des provinces, évidemment, Ouais, en fonction de leur tissu économique et de leurs moyens. On imagine. Exactement. Alors, parmi les mesures, les actions précises, vous avez lancé cette semaine, on a eu l'occasion d'en parler, un Small Business Act calédonien, en bon français dans le terme. Ça consiste en quoi? C'est s'occuper des toutes petites entreprises, hein, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. On voit que le tissu économique calédonien, il est composé à 90% de TPE, vraiment de très 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 petites entreprises. Et il y a eu une insuffisance de prise en compte ces dernières années de valorisation de ces entreprises qui quand même, qui symbolise un peu l'esprit pionnier calédonien, qui symbolise cette volonté entrepreneuriale. Et on a souhaité, là aussi, avec l'ensemble des organisations patronales, chambres consulaires et syndicats professionnels, de pouvoir présenter un plan qui répondent vraiment à leurs problématiques. Et je crois que c'est le président de la CPME qui disait ça. On a fait différents grands débats, on a missionné quelqu'un justement pour aller voir ces petites entreprises et pas faire des plans sur la comète, c'est-à-dire que de faire des grands plans qui sont totalement inapplicables et qui répondent pas à la problématique réelle de ces sociétés. Et ce que disait le président de la CPME, c'est que les propositions qui sont dans ce plan, c'est des propositions du terrain, c'est-à-dire que c'est vraiment des choses pragmatiques qui sont applicables. Je prends un exemple. Le statut du conjoint des entrepreneurs individuels qui n'étaient pas protégés. On passera une loi très prochainement justement pour passer ce statut du conjoint. Ce plan, il est à la fois sur la préservation et la protection de ces personnes, la valorisation et des aides directement avec un accompagnement, une structuration qui est un peu plus important. Alors, autre volet important de ces 23 mesures du plan de relance, c'est la dynamisation de l'investissement. Ça passe notamment par des investissements publics. Alors, on vous repose la même question. La Calédonie n'a pas d'argent. Comment est-ce qu'elle peut aujourd'hui investir dans des grands travaux ou dans des grandes réalisations? Déjà, il faut prioriser les investissements, c'est-à-dire que il faut qu'on arrive à prioriser nos investissements qui soient véritablement structurants pour l'avenir. On a déjà eu des contrats de l'État, qui ont été débloqués, qui vont être débloqués pour financer un certain nombre de travaux à hauteur de plusieurs milliards. Mais on a peut-être aujourd'hui pas d'argent pour aller faire ces investissements-là dans le contexte actuel, dans la forme actuelle et dans la façon de réfléchir actuelle. Et ce qu'on souhaite au gouvernement justement, c'est de mettre en place une cellule pour aller chercher d'autres financements internationaux qu'on va pas suffisamment solliciter à notre sens, notamment européens ou sur d'autres organismes financiers. Et donc vraiment, il y a un travail justement de la part de nos services d'aller chercher des nouveaux fonds. Aller chercher l'argent là où il est. Exactement. Vous voulez également écrire un nouveau contrat social. Ça veut dire que vous souhaitez en fait que toutes les organisations, aussi bien patronales que syndicales, soient associées dans cette définition de l'économie aujourd'hui et dans les efforts qu'ils ont faits. Ça marche bien? Pour l'instant, vous avez des retours positifs ou il y a de la méfiance de la part de certains? De temps en temps, il y a de la méfiance, bien sûr, mais c'est normal. Mais par contre, on considère une chose, c'est que le gouvernement ne peut pas tout faire, et le gouvernement ne doit pas se mêler de tout. C'est-à-dire que il y a une vie au sein de l'entreprise entre les patrons et les salariés. Parfois, quand on s'en mêle pas, même souvent, quand les politiques s'en mêlent pas, ça marche mieux. C'est-à-dire que ils arrivent à trouver des solutions parce qu'ils sont plus pragmatiques sur la question des salaires, sur la question du temps de travail, de la productivité, et on veut laisser justement cette chance au dialogue social et qui puissent aborder tous ces thèmes et nous proposer des solutions. Et on abondera dans leur sens s'ils sont unis. Par contre, on laissera un temps à la discussion, mais si il n'y a pas d'accord au bout sur ces différents thèmes que sont les salaires, la productivité, la compétitivité au sein des entreprises calédoniennes, on prendra nos responsabilités et on décidera. Le calendrier de ce plan de relance sur deux plans, d'une part la mise en œuvre de toutes ces mesures, parce que la plupart d'entre elles doivent évidemment être adoptées par le gouvernement puis par le Congrès, et puis ensuite le calendrier de quand est-ce que ce plan
pourra produire ses effets? Qu'est-ce que vous attendez dans les mois qui viennent? Est-ce que on va sortir la tête de l'eau à un moment en disant ça y est, on en est sorti, ou... La personne qui arrive à dire ça, je serais très heureux de la rencontrer pour prévoir tout ça. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est déjà de tenir bon. C'est ce qu'on a déjà fait avec le plan de sauvegarde qui a maintenu l'économie. Ces mesures de relance, elles sont importantes justement pour redynamiser l'économie et pour que on reprenne confiance dans l'économie calédonienne. Et il y a une troisième phase qui va être lancée avec l'ensemble des partenaires. C'est une transformation du modèle de l'économie calédonienne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit prendre des véritables effets sur le long terme. Sur le long terme, mais donner de la visibilité, ça a des effets également de court terme. C'est-à-dire que donner confiance aux entrepreneurs et aux gens qui investissent dans la Nouvelle-Calédonie, ça a des effets sur le court terme quand on arrive à prioriser certaines filières. Et c'est quelque chose qu'on évoquera cet après-midi avec les différents membres du gouvernement, parce qu'il faudra qu'on travaille tout secteur du gouvernement confondu sur ce sujet-là. C'est quelque chose qu'il faudra évoquer avec le Congrès, mais c'est aussi quelque chose qu'il faudra évoquer avec la société civile pour voir c'est quoi les priorisations de la Nouvelle-Calédonie. On a déjà bien avancé sur la question de la transition énergétique, transition écologique, sur l'économie de la mer, sur comment on s'intègre mieux sur le commerce extérieur dans la région et comment on utilise mieux justement notre place de dernier pays européen dans la région. C'est tout ça qu'il faudra qu'on arrive à aborder. Vous allez continuer à faire des réunions de terrain comme vous avez fait un peu dans les 3 provinces pour voir justement les acteurs économiques. Ça vous semble efficace pour mettre en place cette politique? C'est essentiel. C'est-à-dire que j'étais à Ouvéa avant-hier justement pour discuter avec les chefs d'entreprise sur place. Je l'avais fait, je continuerai de le faire jusqu'à la fin de mon mandat, mais je pense que ce retour de terrain, cette vision pragmatique qu'ont les gens qui vivent leur entreprise, qui vivent leur entreprise à la fois comme entrepreneurs, mais également comme salariés. C'est important de pouvoir les écouter, de pouvoir entendre leurs véritables soucis. Vous voyez, je vais vous prendre un exemple. On a lancé récemment la plateforme Sésame, sésame.nc, qui regroupe l'ensemble des aides qu'on peut trouver dans les différentes collectivités. C'est une remontée véritablement de terrain. C'est-à-dire que on a eu pendant tous nos grands débats des gens qui nous disent on sait qu'il y a des aides, on sait qu'il y a beaucoup d'aides en Nouvelle-Calédonie de la part des collectivités, mais on ne sait pas où les trouver. Et donc ce site-là, on identifie son entreprise, on identifie sa province, on identifie son besoin, on clique et il y a les différentes aides. Donc ça a permis on a déjà eu beaucoup de retours d'entreprises qui l'ont utilisé. Il y a des milliers de personnes qui ont visité le site en quelques jours. Donc c'est une véritable réussite. C'est pas un grand plan, c'est une petite mesure, mais qui sert. Ça fait partie de la simplification également à laquelle vous aspirez. Exactement, mais vous savez, sur la question de la simplification et la simplification des dispositifs qu'on met en place, je vais peut-être choquer en disant ça, mais souvent on met en place des dispositifs qui sont incitatifs, qui sont là pour soutenir l'économie. Ils sont tellement compliqués à utiliser, il y a tellement de barrières pour lutter contre les abus, pour empêcher les gens qui n'ont pas le droit d'y accéder de ne pas y accéder, que celles qui devraient y accéder n'y arrivent pas. Donc on va peut-être changer un petit peu de logiciel, c'est-à-dire de dire on va simplifier les démarches, on va laisser un petit peu ouvert le dispositif et on va tolérer qu'il y ait un peu d'abus et ensuite on viendra les corriger. Mais il faut vraiment que les personnes qui ont besoin de ces dispositifs puissent y accéder. Et sur un plan politique, dans les tensions qui existent actuellement, et on en parlait notamment autour de l'usine du Sud, il y a un soutien global, il y a un consensus autour de ce plan de relance? Oui, je crois que aujourd'hui il y a un consensus déjà au niveau économique, la forme dont on a pu communiquer dessus, et je crois qu'il y a un constat qui est partagé je l'espère tout au moins, qu'il va falloir prendre des mesures de soutien de notre économie. On travaille aujourd'hui sur une loi de programmation fiscale pour donner de la visibilité aux entrepreneurs et aux personnes qui investissent. Je considère qu'aujourd'hui, et on en discutera et ce ne sera pas à moi seul de décider, mais qu'augmenter la pression fiscale aujourd'hui serait la pire des erreurs. Réellement. C'est-à-dire que la confiance aujourd'hui est fragile en Nouvelle-Calédonie, elle existe presque pas dans certains secteurs, et aller alourdir de manière considérable la pression fiscale serait une terrible erreur. Mais alors c'est quoi les pistes pour cette réforme fiscale? Si vous augmentez pas les impôts, comment est-ce que vous pouvez faire? Parce que le but c'est quand même, j'imagine, de trouver davantage d'argent, davantage de ressources. Oui, il y a un travail sur les niches fiscales qui est engagé depuis longtemps, sur lequel on peut agir et donc qui va nous permettre de retrouver de la ressource. Mais
très concrètement, enfin, une loi de programmation fiscale, c'est aussi pour simplifier notre fiscalité, c'est pour mettre en place des dispositifs fiscaux qui permettent de relancer l'économie, c'est trouver des nouvelles ressources. Je vais vous donner un exemple qui seront à long terme, sur une taxe Airbnb par exemple, pour les locations hors hôtel. Ça, c'est des choses qu'on peut faire, mais aller augmenter massivement de 10 ou 15 milliards pour équilibrer les comptes de la Nouvelle-Calédonie, c'est pas la solution aujourd'hui. Je vous dis, on doit, dans une période qui est compliquée à la fois économiquement mais aussi de manière institutionnelle, avoir un soutien notamment de l'État pour nous permettre de tenir bon cette période et d'avoir une relance de l'économie. Vous savez, en 5 ans, on a perdu 40 milliards quasiment de fiscalité de fait d'un ralentissement économique. Le fait de retrouver une croissance économique et le fait d'avoir des personnes qui recréent de la richesse, qui recréent des emplois, c'est le meilleur moyen de retrouver des recettes fiscales. De retrouver des recettes fiscales, c'est par de la croissance. C'est pas facile en ce moment, très clairement. Il faut pas mentir aux gens. C'est-à-dire que moi, j'irai pas sur vos antennes dire avec nos mesures, on va avoir 3 points de croissance en 6 mois. Il faut pas mentir. Mais on va tout faire pour y arriver. La modification des taux de la TGC, c'est également une des pistes. Et là, on en est où? C'est quand même un vaste sujet. C'est un très gros chantier, la question de la TGC. C'est, vous savez, on l'a beaucoup évoqué dans le cadre des grands débats. J'ai fait beaucoup de réunions sur la question de la TGC. Je crois qu'il y a un constat qui est partagé, qu'il faut simplifier la TGC. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de taux et c'est complexe d'utilisation. C'est pas forcément très transparent. Mais quand on a posé le constat, ensuite, quand on veut simplifier, on a en face de nous finalement des gens qui veulent pas simplifier ça. Il faut pas toucher à ce taux-là, il ne faut pas toucher à l'autre. Donc il y a un constat partagé sur la nécessité de simplification. Il n'y a pas un constat partagé sur la manière d'y arriver. Et donc ce que nous avons souhaité au niveau du gouvernement, et je le présenterai cet après-midi à mes collègues, c'est qu'on puisse présenter 4 scénarios au Congrès et que le Congrès puisse se positionner sur un des scénarios, c'est-à-dire un scénario où on change rien jusqu'à un scénario où on arrive à un seul taux. Mais je ne souhaite pas qu'on fasse des heures de réunion de travail pour finalement un projet qui serait pas voté au bout et qui emmènerait dans un peu plus d'incertitude. Et donc la parole sera au groupe politique, aux élus du Congrès. Exactement, ils auront tous les éléments pour choisir. Le Congrès, je crois, souhaite d'être davantage associé aux décisions, ce qui est une bonne chose. Et donc le gouvernement donnera l'ensemble des éléments sur les différents scénarios et le Congrès choisira. Je crois qu'il faudra aussi que moi j'ai eu l'occasion de présenter ces scénarios aux différents partenaires économiques et sociaux, que le Congrès puisse entendre les partenaires économiques et sociaux sur leurs attentes dans la période qui est difficile actuellement. Alors l'une des raisons de cette crise économique, c'est bien sûr la crise sanitaire. Là, sur ce plan-là, la gestion par le gouvernement de la Calédonie est saluée globalement par tout le monde. On rappelle que la Calédonie est l'un des rares endroits au monde où il n'y a pas de Covid. Mais combien de temps est-ce que la Calédonie peut rester enfermée comme ça sur elle-même? Quelles conséquences sur le plan notamment économique? Est-ce que vraiment ça peut durer comme ça? Les conséquences sur le plan économique, c'est que notre économie a été quand même sauvegardée. C'est-à-dire que on prend l'exemple de Tahiti et je comprends leurs raisons. Je suis pas là pour critiquer des choix de pays voisins, enfin de territoires voisins et amis. Mais aujourd'hui, Tahiti a fait le choix d'ouvrir massivement ses frontières et on a beaucoup de cas de Covid en Polynésie. Aujourd'hui, on ferait le choix en Nouvelle-Calédonie de réouvrir nos frontières et de faire rentrer finalement le virus. Notre économie, elle se porterait beaucoup moins bien qu'elle se porte aujourd'hui. On pourra pas durer comme ça très longtemps. On espère qu'un vaccin soit trouvé rapidement. J'ai entendu qu'il y avait des pistes récentes, mais aujourd'hui notre économie, elle est aussi préservée parce que notre situation sanitaire est préservée. Et le gouvernement se préoccupe de l'approvisionnement justement de cet éventuel vaccin. Il doit arriver en Nouvelle-Calédonie. Les Calédoniens pourront être vaccinés si besoin. Dès le début, on a demandé la solidarité nationale sur ce point-là, c'est-à-dire que on n'a pas, quand on était en période de confinement, quand on discutait à l'époque du prêt garanti par l'État avec les services de l'État, on s'était déjà positionné pour être dans la solidarité nationale et dans le stock qui sera donné à la France pour les vaccins qui seront agréés. Aujourd'hui, on n'a pas encore de vaccins qui sont agréés. Il y a des pistes. On est à un taux de succès entre 90 et 95%, alors que
que le vaccin de la grippe est à 60%, donc c'est des taux extrêmement élevés, mais il n'y a encore pas de validation par les autorités sanitaires des pays. Et quand il y aura un vaccin disponible, validé, on espère bien que la Nouvelle-Calédonie pourra en profiter. Alors vous avez également adapté les conditions de quatorzaine, avec notamment maintenant une quatorzaine payante à l'hôtel. C'est pour être dissuasif en fait? Non, c'est pour inciter moins de gens à devenir ou éviter que les Calédoniens sortent pour être obligés de rentrer? Oui, c'est sûr on déconseille aux Calédoniens de sortir de Nouvelle-Calédonie pour des raisons qui sont pas prioritaires. Ça, on l'a dit. Par contre, il faut laisser le choix. C'est-à-dire que il y a aujourd'hui toujours un dispositif de quatorzaine gratuite, qui est pris en charge par la collectivité, qui est possible. Par contre, il y avait des personnes qui voulaient rentrer à date fixe, à une période fixe, et ces personnes aujourd'hui peuvent payer directement la quatorzaine et choisir leur date de retour. Alors à l'inverse, il y a encore des centaines de Calédoniens, voire des milliers bloqués à l'extérieur. Comment c'est possible et est-ce qu'on va arriver à les ramener sur le territoire? Oui, ça marche plutôt bien. Moi, je félicite la direction de la sécurité civile qui gère justement ce planning des vols et qui arrive à répondre de manière efficace aux Calédoniens qui sont bloqués. Parfois, on a des nouvelles demandes, on a des situations qui augmentent suite aux annonces de confinement en métropole, par exemple. Je prends l'exemple des étudiants où il y avait une réouverture des facs seulement en janvier-février, où on a des demandes à prendre en compte. Donc, je crois que le service est aujourd'hui très bien rodé. Les retours qu'on a sont plutôt positifs. On a toujours des choses qui marchent pas, mais qu'on essaye de corriger. Et je tiens vraiment à saluer nos services qui font un travail remarquable à la fois sur la gestion de ces vols, mais également dans les hôtels, qui accompagnent les gens. C'est pas facile d'être enfermé 14 jours. C'est vraiment pas facile. J'ai pas eu l'occasion de le faire, mais j'ai eu des retours. Mais il y a un accompagnement permanent de nos services. C'est vrai que c'est un dispositif qui, en général, marche bien. Christopher Gigès, encore un mot sur le séminaire de cet après-midi. C'est un nouveau mode de fonctionnement qu'a choisi le gouvernement. Il y avait déjà les réunions de collégialité, les réunions hebdomadaires évidemment, et maintenant il y a des séminaires en plus. Oui, on voit qu'en réunion de collégialité, au final, on aborde des dossiers très techniques, on fait des PowerPoint par nos services, et on a peu de discussions politiques de fond sur des sujets importants. Et là, en l'occurrence, la situation budgétaire de la Nouvelle-Calédonie, solliciter un prêt ou pas, c'est-à-dire solliciter un soutien ou pas. Donc c'est ces différents points qu'on va évoquer. Vous savez, on est un gouvernement collégial, donc c'est important de se parler souvent pour arriver à des solutions communes. Un gouvernement collégial qui tient pour l'instant, même si semaine après semaine, il y a toujours des rumeurs sur un renversement, sur sa chute. Vous savez, pour ma part, je fais pas attention aux rumeurs. On a tellement de travail en ce moment que laissons les rumeurs circuler et nous, on continue à travailler. Eh bien, merci Christopher Gigès, malgré ce travail, d'être venu passer du temps sur Radio Rythme Bleu. Merci d'avoir accepté cette invitation dans le magazine Transparence. Merci à vous. Un magazine qui, je le rappelle, sera rediffusé dimanche soir, juste après notre édition de 17h45, et que vous pourrez retrouver dans un instant en podcast audio et vidéo sur notre site internet. Passez une excellente après-midi. Votre prochain rendez-vous d'information, c'est à 13h.